Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre les réglages que j'ai fait dans mon Z6 II. C'est également les mêmes réglages dans mon Z7 II. Les menus sont exactement les mêmes. Et donc, c'est sûr que c'est axé sur la photographie animalière, mais ça peut faire pour d'autres types de photographies, bien entendu. Aujourd'hui, on va voir le menu visualisation, menu playback, et également le menu prise de vue. Sans plus tarder, allons dans le boîtier. Donc ici, dans le menu visualisation, il n'y a pas énormément de réglages que je fais dans le menu visualisation, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont importants à connaître. Donc ici, les options de visualisation. Donc ça, c'est lorsque vous allez appuyer sur le bouton avec le petit carré, avec la flèche, pour voir visualiser vos images. Donc ça, c'est les options qui vont vous être présentées. Donc le point d'autofocus, donc savoir où est-ce que votre mise au point a été effectuée. Vous allez voir un petit point rouge apparaître sur votre image. Donc ça, j'aime bien l'avoir. Et ensuite, donc les hautes lumières. Donc ça fait en sorte que vos hautes lumières qui sont brûlées vont se mettre à clignoter en noir. Donc ça, c'est toujours intéressant pour savoir si on est surexposé ou si on est bien exposé. Donc c'est très intéressant. Info d'exposition, Instagram, RVB, données de prise de vue. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement voir. Je trouve que c'est trop d'informations. Donc j'ai pas besoin de voir ça. Vue d'ensemble, donc là, vous allez avoir votre Instagram, vos réglages, un petit thumbnail, une petite vignette avec votre photographie et certaines données de la prise de vue. Donc ça, très intéressant. Et surtout, ce que j'aime particulièrement, c'est aucune. Donc, aucune information, juste l'image. Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi à avoir parce que ça permet d'éliminer un peu les distractions qui sont les réglages, le point de focus et tout ça pour vraiment se concentrer pour voir si on a une belle composition. Donc voilà ce que j'utilise pour les options de visualisation. Ensuite, je passe les prochains parce que c'est pas des trucs que j'utilise vraiment. Ensuite, je permets de glisser un petit mot sur la rotation des images que je désactive. En fait, j'aime bien lorsque je fais mes photographies en mode vertical. Donc, elles vont être la rotation va se faire dans le logiciel. Ça, c'est pas un enjeu. C'est juste lorsque je visualise les images, je veux les voir en plein écran. Donc, à ce moment-là, sinon, c'est parce que si on active cette fonction-là, donc dans le boîtier, l'image va avoir fait une rotation et à ce moment-là, l'image va être beaucoup plus petite. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de voir les petits détails, est-ce que la netteté et tout ça, c'est bon. Donc, j'aime mieux ne pas l'avoir rotationné. Donc, ne pas avoir de rotation sur la photographie et de l'avoir à l'horizontale, même si elle était prise à la verticale. Donc, ici, c'est désactivé. Et c'est déjà tout sur le menu visualisation. Passons maintenant au menu prise de vue. Donc, c'est là qu'il va y avoir quand même une bonne partie des réglages qu'on va faire pour nos prises de vue directement. Donc, première chose que je viens éditer, c'est le nom du fichier. Donc, je vais mettre le nom du boîtier que j'utilise, donc le Z6 II. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile pour moi de voir. Donc, j'ai Z6 II ici, j'ai Z7 II sur mon Z7 II, bien évidemment. Et lorsque je suis dans l'ordinateur, je sais déjà quel boîtier a pris ma photographie. Donc, ça, c'est super pratique lorsque, mettons, je suis dans Photoshop et je veux utiliser un fil pinceau, par exemple, mais je vais avoir un réglage pour mon Z6 II, j'en ai un autre pour mon Z7 II parce qu'ils n'ont pas la même densité de pixels. Et donc, à ce moment-là, au lieu de revenir dans Lightroom, regarder le boîtier que c'est avec qui ça a été pris, donc je peux le savoir directement en regardant seulement le nom du fichier. Ensuite, on a le logement principal. Donc ça, c'est la carte principale qui va être utilisée. Donc sur le Z6 II et le Z7 II, on a deux cartes qu'on peut utiliser. Une CF Express et une SD. Et donc moi, mes CF Express, c'est mes cartes principales. Et ensuite, mes cartes SD, c'est pour l'overflow. Donc on va voir un peu plus tard. Donc pour l'excédent. Et donc la carte principale, c'est la CF Express. Et justement, en dessous, on a la fonction du logement secondaire. Et donc à ce moment-là, donc débordement. Là, c'est tout ce qui rentre plus sur la première carte. Ça en va sur la deuxième carte. On a sauvegarde aussi, donc c'est une copie. Donc, il va enregistrer la photo en double. Et également, on peut avoir, si vous shootez en RAW et JPEG en même temps, vous pouvez avoir les RAW sur une carte et les JPEG sur la deuxième carte. Donc, moi, ici, je laisse ça tout simplement à débordement. Ceci dit, je vous fais une petite parenthèse sur le débordement. Il ne faut jamais remplir ces cartes à pleine capacité, surtout sur les Z6 II, Z7 II. J'ai remarqué que les derniers fichiers étaient corrompus avant de passer à la nouvelle carte. Donc faites attention à ça, ne jamais remplir vos cartes à pleine capacité.
Ensuite, on a ici choisir la zone d'image. Donc là, c'est ici, on veut shooter en plein cadre, plein format ou en format DX. Donc ici, bien évidemment, on va rester en plein cadre. Qualité d'image. Donc moi, je photographie toujours en fichier RAW. Donc je le laisse à RAW. Taille d'image. Donc ici, les JPEG et les RAW. Donc on peut avoir des grands RAW, des RAW moyens et des petits RAW. Donc ici, vous voyez en plus la quantité de mégapixels donc, qui va être comprise dans ces trois formats-là. Donc ici, on va shooter en RAW large, bien évidemment. On veut le maximum de résolution possible, donc 24 mégapixels. Enregistrement en RAW. Donc ici, je vous ai fait une petite vidéo au niveau de... Je comparais les types de compression. Donc moi, je vais y aller en mode compressé et 12 bits pour mes fichiers RAW. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vais mettre le lien dans la description vers la vidéo qui va vous expliquer pourquoi j'en suis à ce choix-là. Donc voilà, donc réglage de sensibilité, les sensibilités ISO, donc bien évidemment, ça va changer sur le terrain. Balance des blancs, je vais photographier vraiment à 95% du temps en mode ensoleillé, donc lumière naturelle. Je trouve que ça fonctionne assez bien dans la majorité des situations et on a toujours un rendu qui se rapproche de ce qu'on avait lorsqu'on était à la prise de vue. Donc si c'est un peu plus froid, on va l'avoir. Si on est dans les tons un peu plus chauds, on va les avoir aussi. Donc lumière naturelle, ensoleillée, ça fonctionne assez bien dans mon cas. Et des fois, je vais aller avec la balance des blancs nuageux aussi, lorsque c'est nécessaire. Ensuite, ici, on a le Picture Control. Donc ça, c'est les styles d'image qu'on va donner à notre photographie. Donc ça, en fait, il y a beaucoup de réglages qui sont dans le menu prise de vue qui n'ont pas d'effet sur le fichier RAW, entre autres le Picture Control. Donc on veut que ça soit le plus neutre possible pour que notre histogramme soit le plus fidèle à la réalité, le plus fidèle à notre fichier RAW, parce qu'on ne peut pas avoir l'histogramme du fichier RAW, malheureusement. Il y a déjà eu des rumeurs chez Nikon qui allaient peut-être nous donner ça, et finalement, c'est jamais venu. Et donc, bref, le mode neutre, toujours le mieux à utiliser. Également, l'espace colorimétrique ici n'a pas d'influence sur le fichier RAW, mais si vous êtes en JPEG, je vous recommande fortement d'utiliser l'espace colorimétrique sRVB. Ensuite, le delighting. Qu'est-ce que le delighting? C'est en fait une fonction automatique du boîtier qui va venir éclaircir un peu les zones sombres, les noirs, et abaisser un peu les zones claires. Bien évidemment, sur le fichier RAW ici, ça n'a aucun effet. Réduction du bruit ici, c'est le bruit de longue exposition. Donc à ce moment-là, si on active cette fonction-là, ce que ça va faire, c'est que le boîtier, passé un certain temps d'exposition, généralement autour d'une seconde, va reprendre une deuxième photographie et va soustraire le bruit numérique, donc de longue exposition sur la première photo. Donc, il va reprendre la deuxième photo avec le rideau fermé et il va soustraire ensuite le bruit. Donc, si vous faites de la photo de nuit, ça peut être intéressant, sauf si vous faites un time-lapse ou si vous faites plusieurs photos pour un filet d'étoiles, par exemple. Bien là, vous allez avoir un trou entre chacune de vos images. Donc, c'est pas nécessairement intéressant. Donc, personnellement, je laisse ça toujours désactivé. Ensuite, on a la réduction du bruit ISO, donc de haut ISO. Et à ce moment-là, ça n'a pas d'effet sur le fichier RAW, donc on désactive ça. Contrôle du vignettage, exactement la même chose, on désactive. Correction de la diffraction, on désactive aussi. Contrôle automatique de la distorsion, donc ça va venir contrôler la distorsion de notre objectif. Et donc ça va l'appliquer au fichier. Donc à ce moment-là, ça ici, on peut l'activer. C'est toujours pratique d'avoir la distorsion qui est corrigée. Réglage du rendu des portraits. On ne veut pas nécessairement ça non plus. Photo avec réduction du scintillement aussi. La mesure d'exposition, je suis la grande majorité du temps en mode évaluative ou matricielle, mais je suis surtout en mode manuel normalement, donc ça n'a pas vraiment d'influence sur ce que je fais. Mais lorsque j'utilise le mode auto-ISO, que j'utilise beaucoup, là, à ce moment-là, c'est mieux en mode évaluatif. Ça fait dans la grande majorité des situations. Ensuite, le mode de flash, ici, c'est plus ou moins intéressant pour moi parce que j'utilise jamais de flash, en fait. Donc voilà, la correction du flash, donc si on veut augmenter la correction donc du flash, si on veut qu'il soit plus fort ou moins fort. Là, ici, comme j'utilise pas de flash, c'est pas vraiment intéressant. Les modes de mise au point, mode AF, ben, c'est sûr que ça va varier d'une situation à l'autre. Et je vais faire une section un petit peu plus détaillée un peu plus tard sur uniquement les modes d'autofocus. Mode de zone AF, c'est exactement la même chose. Bracketing automatique, c'est lorsqu'on va vouloir faire justement un bracketing, prendre plusieurs expositions de la même scène et d'en faire un mix HDR par la suite. Donc ici, on peut le mettre soit à bracketing du flash et de l'exposition ou tout simplement à bracketing
de l'exposition. Comme ça va faire en sorte que notre boîtier va prendre plusieurs expositions de la scène lorsqu'on active cette fonctionnalité. La surimpression, c'est lorsqu'on veut prendre plusieurs images pour les mixer directement dans le boîtier ensemble et en faire un fichier RAW. Et donc, à ce moment-là, si mettons, on va faire des filets d'eau, ça peut être super intéressant au niveau de cette fonctionnalité-là. Et ensuite, le HDR qui va nous donner un fichier JPEG mixé ensemble. Je vous recommande de le faire, en fait, en post-traitement avec le bracketing et non de le faire directement dans le boîtier pour le HDR. On a l'intervalomètre également. Donc, à ce moment-là, on va venir choisir l'intervalle entre chacune de nos images et notre boîtier va prendre une série d'images en continu. Donc, on peut lui dire, comme ici, mettons, de prendre des intervalles de 1 seconde, par exemple, comme ça ici, et de prendre, mettons, 6000 photos de série de une seule photo. On peut même prendre 6000 photos de 6000 séries de 2, 3, 4 photos. Donc, sinon, si mettons vous aviez un bracketing de 3 images et vous voulez faire un time-lapse avec 100 photographies de 3, des séries de 3, donc vous pouvez le faire directement comme ça ici. Lissage de l'exposition, donc là, c'est ce que ça va faire, c'est que si vous avez des changements de lumière, ça va venir justement lisser justement l'exposition. Et ça peut être intéressant, pas nécessairement avec l'intervalomètre, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est quelque chose que je vais faire lorsque je fais mes timelapses directement dans le boîtier. Donc, parlant de timelapse, donc ici, c'est la même chose. Donc, on peut choisir notre intervalle, la durée de prise de vue, lissage d'exposition, personnellement, c'est ce que j'utilise, le mode silencieux aussi. Donc ici, choisir la zone d'image, on peut choisir DX ou FX, donc plein cadre ou format APS-C. La taille d'image, donc ici, on va avoir donc le frame par seconde et également, donc ici en 4K, 60 frames par seconde. Mise au point avant chaque vue, personnellement, je le désactive parce que sinon, si on est dans des zones sombres, des trucs comme ça, ça fait en sorte qu'on peut perdre notre mise au point. Donc ici, toujours désactivé. Et ensuite, on a la destination où est-ce qu'on veut enregistrer notre time-lapse. Et dernier petit menu du menu prise de vue, c'est le mode silencieux, donc avec le shutter électronique. Donc ici, si on veut justement ne pas faire de bruit, on peut l'activer, quoique le shutter mécanique ne fait pas énormément de bruit non plus. C'est ce qui fait le tour pour les menus prise de vue et visualisation. J'espère que ça va vous aider. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à défiler dans les menus pour voir les autres réglages que j'ai appliqués dans mes boîtiers Z6 II et Z7 II. Donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez. C'est toujours apprécié. Allez voir mon site web pour voir mon Patreon, mes tirages photos, ma boutique et également pour voir les liens vers mes différents partenaires FLM Tripods et L'Or Photo que je tiens à remercier. Merci beaucoup à vous deux. Et nous, on se voit dans notre prochaine capsule pour continuer l'exploration de ces boîtiers Nikon Z.